Fivetran pour gérer les données de Salesforce. On avait choisi DBT pour les transformations. On avait du Airflow pour l'orchestration. Après, on n'avait plus de budget pour faire le reverse ETL, mais si on en avait, on aurait sûrement pris une autre outil par-dessus. C'est des outils différents, chacune avec du setup différent, des langages un peu différents, des modes de travail qu'on doit apprendre et connaître. Tout ça, ça a créé une couche de maintenance, d'opération, de l'apprentissage qui était quand même assez importante. Donc, on peut effectivement avoir des clients qui travaillent avec Rivery pour la gestion, avec DBT pour la transformation. Et puis après, l'orchestration et le reverse ETL se font dans Rivery aussi. Vous arrivez avec un positionnement un peu différent où vous avez quand même démarré par cette brique ingestion, donc vous êtes un petit peu en termes de couverture fonctionnelle au même niveau que les leaders sur cette brique-là. Mais là où vous venez vous distinguer, c'est qu'en plus, vous avez développé aussi les briques additionnelles de la moderne data stack. Est-ce que c'était assez tôt un choix évident ? Aujourd'hui, je reçois Ariel qui est Head of Product Marketing chez Rivery, la scale-up qui bouscule le marché de l'ETL en France notamment et même à l'international. C'est une startup qui a démarré dans l'écosystème israélien puis qui s'est rapidement internationalisée notamment aux États-Unis. Donc Ariel va nous en parler un peu plus. Il compte déjà de nombreux clients dans le monde comme Fiverr, Bayer ou Nintendo et ils arrivent en force en France où ils ont déjà convaincu pas mal de beaux clients aussi, comme Blablacar, Welcome to the Jungle ou Webedia. Moi, c'est comme ça que je vous ai découvert. D'ailleurs, c'est l'équipe de Blablacar qui avait parlé de vous pendant un live que j'avais fait avec eux et également dans le dernier épisode que j'ai fait avec Welcome to the Jungle, vous aviez été mentionné. Donc, je suis ravi de creuser un petit peu Rivery et d'en savoir plus sur la solution. Hello Ariel, ça va ? Très bien, merci. Super content de passer ce moment avec toi. Je suis grand fan du podcast, donc plaisir d'être là avec toi. Ravi de te recevoir. D'ailleurs, Ariel m'a dit en arrivant qu'il avait un cadeau pour l'audience. Donc, il nous dira à la fin de quoi il s'agit. Donc, surtout, restez jusqu'à la fin pour en savoir plus. Pour commencer, Ariel, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter comment tu t'es retrouvé Head of Product Marketing chez Rivery ? Bon, j'ai fait une école d'ingénieur focusée sur système d'information. J'ai commencé ma carrière chez Intel en tant que un rôle qui était data engineer. En fait, à l'époque, c'était pas trop data engineer. C'était un autre titre, mais en fait, l'idée, c'était faire ce que les data engineers font aujourd'hui, intégration de données, des ETL. J'ai travaillé avec différents outils comme Microsoft SSIS, SAS et autres, et même sur la couche reporting avec des outils comme Business Object, Reporting Services, etc. Et puis après Intel, je suis passé chez un éditeur dans le domaine de la visualisation des données. En fait, une outil BI, un peu comme Tableau et Power BI, mais plus focusé sur le côté Embedded Analytics. Et donc là, j'ai fait plusieurs rôles. J'ai commencé en avant-vente. Après, j'ai géré l'équipe. Là, en faisant des rôles d'avant-vente, je pense que j'ai bien mélangé le côté technique et le côté business. Et là, ça m'a permis de faire la transition vers un rôle qui était plus un rôle marketing. Un rôle en fait, j'ai dirigé le product marketing dans cette boîte-là. Et je pense que c'était un rôle un peu nouveau à l'époque. Le product marketing, c'était pas encore très, très bien défini. Donc, on pouvait faire plusieurs choses assez variées, assez différentes, ce qui était assez intéressant pour moi. Donc, j'ai bien aimé cette position-là. Après cet éditeur, en fait, j'ai été contacté par un contact qui gérait en fait la partie de l'Amérique du Nord pour une boîte de consulting d'origine française, une boîte de consulting dans le domaine de la data, qui m'a proposé d'ouvrir le bureau de Toronto. Donc, en fait, créer une équipe de consulting de data dans la région de Toronto au Canada. Et donc là, j'ai fait la transition vers consulting, où j'ai aidé les clients à définir leur stratégie de data, bien entendu, après implémenter cette stratégie-là avec le choix d'outils et l'implémentation du projet. Et donc là, en fait, j'ai ressenti que j'ai bien fait le tour entre être dans un rôle interne, être chez un éditeur, être le consultant qui implémente les outils chez les équipes en interne. Je me suis dit qu'en fait, une partie que j'aime le mieux, c'est la partie de l'éditeur. On peut vraiment innover avec le produit. Et donc là, quand j'ai eu l'occasion de rejoindre Rivery, encore une fois sur le côté produit marketing, c'est un côté qui m'attire pas mal. Donc très content d'avoir cette occasion et de rejoindre Rivery. Effectivement, tu es passé par pas mal de postes différents. Et pourquoi tu avais cette envie de passer d'un rôle technique à un rôle plus business ? Parce que tu as quand même des profils techniques qui ont vraiment envie de rester dans la tech. Toi, tu avais cette envie de prendre la tangente un peu. Pour moi, ce mélange-là, le balance en fait entre la possibilité d'appliquer le côté technique vers le domaine business, c'était toujours quelque chose qui me plaisait bien. Peut-être j'étais pas forcément la personne la plus forte de façon technique, mais c'était vraiment plutôt le fait que j'ai pu en fait bien mélanger les deux et comprendre la valeur de ce que les solutions techniques ramènent
et les traduire d'une façon qui est plus claire pour le business, c'est ça qui matche pas mal en fait. C'est ce que j'aime aussi pas mal dans la data. Ce mélange-là ensemble, pour moi, me convient bien. Après, c'est sûr qu'il y a pas mal de gens qui sont très très techniques et pour eux, les interactions business sont un peu plus dures, mais je pense que même si notre puissance est plutôt sur le côté technique, si on va vraiment bon dans la data, c'est peut-être un peu différent dans le software, mais dans la data précisément, il faut avoir un minimum de capacité de bien se comprendre avec le business. Tu peux nous en dire un peu plus sur Reverie, peut-être nous raconter un peu la story de la startup. La startup, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, elle a démarré en Israël, un peu dans l'écosystème israélien de startup. À l'époque, il y avait beaucoup de startups dans le domaine de la média, web, internet, où il y avait quand même de besoins assez importants de gérer des quantités de données assez grandes, ce qui était il y a quelques années ce qu'on appelait big data. Je pense que maintenant c'est buzzword n'existe plus trop, mais c'était vraiment l'exemplaire de ce genre de compagnie. Et donc en fait, pas mal de boîtes de consulting qui aidaient ces genres de startups à démarrer leur plateforme data. Une de ces boîtes de consulting de data qui faisait des projets focusés sur ces compagnies de startups qui étaient dans ce domaine-là, en fait, se sont trouvés à faire plusieurs fois les projets presque identiques. Les sources de données qu'ils ont trouvées à partir de ces clients-là étaient très ressemblantes. Les sources communes comme Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, etc. Sur quelques projets, ils ont remarqué qu'ils sont en train de maintenir des solutions qui sont presque les mêmes. Et donc, c'est là qu'ils ont réalisé qu'ils avaient en fait un produit sous les mains. Et au début, ils ont essayé de sécuriser un budget un peu en interne et développer un petit projet comme ça où ils ont pu rapidement accélérer sur de nouveaux projets, de nouveaux clients avec la solution qu'ils ont créée en maison. Donc, après une dizaine de clients, ils ont décidé de faire un spin-off et ils se sont séparés de la boîte de consulting, ils ont créé leur propre boîte éditeur de produits. Ils ont levé des fonds et là, après quelques séries, ils ont une totale de 50 millions de dollars, une belle réussite avec des clients dans le monde entier. Comme j'introduisais au début, Reverie, c'est un outil qui fait partie de la catégorie qu'on nomme souvent l'ETL. Enfin, on peut dire aussi que c'est un ETL. Est-ce que tu peux nous expliquer, rappeler ce que c'est qu'un ETL pour les membres de l'audience, peut-être qui ne seraient pas familiers avec le terme, et aussi, pour être sûr que tout le monde comprenne bien le produit, tu peux nous expliquer qui sont les utilisateurs, comment ils tirent la valeur du produit, peut-être dans un cas concret. Je vais faire ça un peu rapide, parce que je pense que la majorité des gens qui écoutent le podcast quand même connaissent un peu le terme. Juste pour s'aligner, le terme ETL, c'est les initiales des mots extract, transform and load. En fait, le but, de façon très simple, c'est de bouger les données d'un endroit à un autre. Donc, en fait, un premier endroit, c'est la source. Il faut extract, retirer les données, les transformer et les charger vers une destination pour qu'elles peuvent être consommées par les utilisateurs. Les types d'utilisateurs qui vont travailler avec les ETL, c'est souvent sous les titres Data Engineer, Analyste de Data, Développeur BI, Développeur ETL, même parfois ce qu'on appelle Data Scientist. Et si on prend un cas concret, c'est souvent autour de Analytics ou bien un cas de Data Science où on crée des modèles Machine Learning et on les exécute pour analyser les données ou pour créer un score pour différents modèles qu'on a créés. Par exemple, je vais prendre les hôtels qu'on fait chez nous chez Reverie. Donc, nous, on extrait, par exemple, les données à partir de notre CRM Salesforce. Et puis après, on a d'autres sources, par exemple, marketing, c'est donner du trafic sur notre site à partir de Google Analytics et d'autres outils comme Heap. On extrait les données de différentes sources de pub, par exemple, sur LinkedIn ou sur Google Ads. Et on extrait aussi l'usage de notre produit à partir de notre base de données. Et donc, on ramène tout ça, en fait, on extrait tout ça et on le load dans notre data warehouse. On peut appeler ça sous un mot l'ingestion. Et une fois que c'est dans notre warehouse, en fait, on crée des transformations pour préparer les données de la manière la plus rapide pour qu'elles peuvent être consommées par les utilisateurs qui ont besoin de prendre des décisions avec ces données-là. Donc, par exemple, nous, ce qu'on essaye de prendre, c'est des décisions comme quoi, quel genre de chemin on peut créer pour nos clients pour qu'ils puissent créer de la valeur le plus rapidement possible avec notre produit, par exemple. Donc, on essaie de comprendre un peu l'historique des clients et voir comment ils utilisent le produit et par rapport à ça, créer des expériences pour eux qui sont améliorées, qui leur permettent de réussir plus vite avec notre produit. Donc ça, c'est un exemple classique analytique. En fait, ce que j'ai mentionné là, en fait, c'est un processus qui est pas vraiment ETL plus ELT. C'est un changement qui s'est pris dans le marché ETL il y a quelques années. L'innovation du cloud, les warehouses comme Snowflake, BigQuery, Redshift, Databricks, etc., qui ont permis de, en fait, accélérer beaucoup plus la vitesse où on fait les processus ETL avec une façon de faire qui est plutôt
extract and load, gestion en premier coup très rapide, et puis après transformation une fois que les données sont déjà dans la base de données, ce qui permet de travailler avec des volumes de data beaucoup plus importants et d'une manière beaucoup plus rapide pour agir en changement. On appelle ça plutôt ELT ces jours-ci, mais c'est vrai que la catégorie elle a quand même gardé le nom d'avant qui est ETL. Ouais, c'est vrai que là-dessus, on en a déjà parlé plusieurs fois sur le podcast, mais il y a eu un peu un changement de paradigme, effectivement, entre ETL, et ELT, et tu vois, qui vient aussi notamment du fait que les coûts de stockage maintenant sont très bas. Donc avant, on faisait peut-être plus attention à stocker que ce dont on avait besoin, donc on faisait les transformations avant et on stockait dans l'espace de stockage que ce dont on avait besoin, donc dans le data warehouse. Alors que maintenant, on a tendance un peu à tout pousser. Genre, on s'en fiche, genre, mettons tout dans l'entrepôt de données. Maintenant, on revient un peu sur ce sujet pour des raisons parfois écologiques ou autres, mais pendant longtemps, en tout cas, c'était un peu ça la philosophie. Merci pour cette petite remise à niveau pour ceux qui auraient manqué un peu ces épisodes dans lesquels on parlait de ce concept-là. Je dirais juste une dernière chose de suite. Je pense que ça, c'était un changement de paradigme qui s'est fait déjà il y a plusieurs années. Ce qu'on est en train de voir plutôt dans les dernières années, qui est en train de se faire de plus en plus, c'est le domaine qu'on appelle reverse ETL. Les destinations sous lesquelles on s'arrête, c'est pas seulement la warehouse ou le data lake. Maintenant, on voit de plus en plus des cas où on avance la data encore plus loin et qu'on les ramène vers les outils opérationnels du business. Donc, par exemple, de retour vers Salesforce. Si je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure, donc chez nous, chez Rivery, on fait, bien entendu, on fait l'ETL avec Rivery. Et ce qu'on fait aussi avec Rivery, au bout du compte, c'est qu'on ramène des données de notre warehouse vers Salesforce pour aider notre équipe de Customer Success à travailler avec les clients et mieux comprendre leur usage à partir de Salesforce. Donc là, ils sont capables de consommer et de comprendre le profil du client dans l'outil dans lequel ils travaillent tous les jours et sans avoir besoin d'aller dans une autre outil BI ou ailleurs pour retirer cette donnée-là. Ça mène un petit peu à ma question suivante et tu as peut-être déjà répondu, mais ce que j'allais dire, c'est que justement sur ce marché de l'ETL, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de concurrence sur le marché, que voilà, il y a peut-être plusieurs boîtes de conseils qui ont fait ce constat un petit peu que tiens, en fait, les entreprises, elles étaient en train de créer des connecteurs pour toutes leurs sources et qu'elles le faisaient toutes de leur côté, qu'elles le maintenaient tout de leur côté et que c'était contre-productif. Déjà sur le podcast, on a souvent parlé de solutions comme Fivetran, Airbyte, Stitch pour celles effectivement qui sont peut-être les plus modernes, mais ou même voilà, il y a aussi d'autres solutions qui existaient déjà depuis un peu plus longtemps comme Talend qui gérait cette partie ETL et ma question c'était comment vous chez Rivery vous distinguez un petit peu de ces solutions. Enfin, je suppose que toi en tant que product marketer tu fais attention à ce que Rivery ait un positionnement bien spécifique qui permette d'émerger et d'être attractif sur le marché. Est-ce que c'est justement ça de aussi être allé rajouter cette deuxième brique plus reverse ETL dont tu parlais? Ça fait partie de ça. Les trois premiers outils dont tu as mentionné, Fivetran, Airbyte et Stitch, effectivement, ils s'en sortent pas mal. Ils font partie de cette catégorie moderne sous la tendance de la modern data stack, où il y a eu pas mal d'éditeurs qui ont créé des outils complètement SaaS, qui ont été construits pour le cloud et qui peuvent effectivement se connecter vers beaucoup de sources de données différentes et de façon gérée. Donc, il n'y a pas besoin de maintenir les API et de travailler à mal à écrire du code pour se connecter vers ces sources-là. Donc, effectivement, Rivery a commencé un peu de son ressemblant. Mais je pense que la différence entre Rivery et ces trois outils-là, c'est que, en fait, ces outils-là, souvent catégorisés sous la catégorie ETL. Mais en fait, ce qu'elles font, en fait, c'est que le côté EL, que le extract and load, la gestion. Mais en fait, il ne faut pas la transformation. La transformation est souvent laissée pour d'autres outils comme DBT et autres. Et c'est là, en fait, qu'on se retrouve avec plusieurs outils pour être capable de créer des data pipelines de bout à bout et vraiment gérer nos data de façon complète. Quand j'étais dans cette boîte de consulting avant de rejoindre Rivery, un projet sur lequel j'ai travaillé avec un de mes clients, c'était en fait de déployer une plateforme de data moderne où le client avait choisi Fivetran pour gérer les données de Salesforce. Ils avaient choisi DBT pour les transformations. On avait du Airflow pour l'orchestration. Après, on avait plus de budget pour faire le reverse ETL, mais si on en avait, on aurait sûrement pris une autre outil par-dessus. Et donc ça, ce processus-là, le fait qu'on avait besoin d'apprendre déjà 4 outils différentes, c'est sûr qu'il y a des bonnes intégrations entre les outils, mais quand même, c'est des outils différents, chacune avec du setup différent, des langages un peu différents, des modes de travail qu'on doit apprendre et connaître. Tout ça, ça a créé une couche de maintenance, d'opération, d'apprentissage qui était quand même assez importante. Bon, après, c'est sûr que les coûts des licences et aussi le coût du fait qu'on a besoin de choisir peut-être même une autre outil pour voir tout ce qui se passe dans notre pipeline
de façon unie et de gérer tout ça sous un seul endroit. Tout ça, en fait, ça a prolongé le projet. Et bien entendu, ça a rajouté d'autres ressources d'ingénieurs sur l'équipe et le budget total est bien plus grand. Donc, le fait qu'on a pu unir tout ça sous une plateforme quand même qui garde les concepts modernes, je pense que ça fait une grosse différence qui permet à nos clients de vraiment accélérer et de déployer leurs projets en rapidité qu'on ne voit pas si on choisit ces outils-là une par une. Et c'est le premier point. Tu as mentionné aussi Talend. Donc, Talend, en fait, a acquis Stitch, je pense, effectivement, pour être capable de Je l'ai pas vu passer. pour se moderniser, pour dire, voilà, nous aussi, on a cette partie EL qui est entièrement SaaS, qui est moderne, etc. Bon, après, ils ont pas fait, à mon avis, un super bon travail pour bien intégrer Stitch dans leur offre complète. Mais en fait, Talend vient un peu du marché ETL classique, où vraiment les outils étaient on-premises, qui étaient vraiment sous le mode ETL et pas ELT. La différence entre une outil comme Talend et une outil comme Reverie, c'est vraiment, je pense que Reverie a été comme les autres catégories dont on a parlé tout à l'heure, les Fivetran, Airbyte et Stitch, a été construit pour le cloud, c'est entièrement SaaS, entièrement moderne. Et un des éléments, les concepts les plus importants, c'était en fait de garder cet esprit ouvert. Donc, c'est pas forcément qu'on est obligé de remplacer tous les outils qu'on a choisis avec Reverie, et c'est ça ou rien, qui est un peu l'approche de Talend ou Informatica ou d'autres outils un peu à l'ancienne. On est quand même ouvert, donc on peut effectivement avoir des clients qui travaillent avec Reverie pour la gestion, avec DBT pour la transformation, et puis après l'orchestration et le reverse ETL se font dans Reverie aussi. Donc en fait, on n'a pas éliminé forcément 5 outils, mais on a quand même éliminé 3 outils et on a créé un processus qui est bien plus rapide et toujours qui nous permet de voir la santé de nos pipelines sous une plateforme dans un endroit. À part ça, je pense que ce qu'on voit souvent, c'est en fait le besoin de se connecter de façon très très rapide à les différentes sources de données. Il y a plus de 30 000 applications SaaS dans le monde et encore, j'imagine beaucoup plus que ça de services API restent en interne. Et donc, en fait, les sources de données sont presque illimitées. En moyenne, chaque organisation de taille moyenne avec qui on travaille ont 400 sources de données, doivent retirer les données. Et c'est presque impossible de trouver un outil qui a tous ces connecteurs déjà faits en avance. Je pense que nous et nos compétiteurs, on est tous dans les ranges de entre 200, 300 connecteurs comme ça, ce qu'on appelle out of the box. Mais c'est très dur de trouver un outil qui a vraiment tous les connecteurs vers toutes nos sources de données d'une boîte précise. On se retrouve avec des fichiers Excel où on compare les différents outils et on voit qu'on n'arrive pas à trouver vraiment un outil qui a toutes les connecteurs. Et donc là, les options, c'est soit de commencer à mélanger les outils ou bien de développer en code les connecteurs qui manquent avec du Python et maintenir des solutions en externe. Et encore une fois, la problématique, c'est qu'on est en train de se retrouver avec plusieurs solutions pour unir et comprendre la santé de tous nos data pipelines quand on essaie de retirer les données des différentes sources. Et donc, ce qu'on a fait chez Reverie, c'est en fait, on a créé une interface qui permet de façon très simple à se connecter vers n'importe quel REST API et en fait, de travailler avec nos connecteurs no-code qui sont offerts out of the box vers les sources communes. Et si on a des sources qui sont un peu plus niches, un peu moins connues sur le marché, là, on peut quand même, avec une expérience low-code qui est quand même gérée par Reverie et qui est très rapide, de créer des connexions vers ces sources-là. Et en fait, là, ça nous permet encore une fois de réduire le nombre d'outils, la maintenance et d'avoir une vision complète sur tous nos connecteurs sous un endroit avec cette offre-là. Donc, je dirais que ça aussi, ça nous distingue pas mal. Et quand on fait une preuve de concept entre nous et Fivetran, par exemple, on voit très rapidement qu'on peut répondre à ces besoins-là. Et Fivetran, c'est un peu dead-end quand on arrive vers ces sources qui sont un peu plus niches. On est obligé de maintenir vraiment 2 écosystèmes différents et ça devient très galère, quoi. Le fait d'avoir aussi tes pipelines custom dans la même solution te permet d'avoir un monitoring commun, d'avoir tout au même endroit. Enfin, on voit clairement le bénéfice. Ouais, exactement. Donc, je pense que ça, en fait, c'est un bon exemple pour la flexibilité qu'on essaie de maintenir dans Reverie. Donc, si on compare nos connecteurs à nous par rapport aux connecteurs des concurrents, souvent chez eux, c'est tous des experts no-code, mais chez eux, c'est no-code de ma manière. Moi, je vais créer ce schéma de données et puis voilà, et puis après, on se démerde. Et chez nous, chez Reverie, on donne l'expérience no-code qui est très très facile, mais aussi pas mal de choix de configuration qui permet de contrôler, par exemple, schéma de données, ou bien d'exécuter après du SQL ou même du Python pour être capable de vraiment créer des solutions qui répondent aux besoins très très précis de nos business à nous et d'aller plus loin par rapport à ce qu'une solution qui est seulement no-code. Ça, c'est, je pense, un des points les plus importants quand on travaille avec nos clients, qu'on
qu'on voit qui leur permet de vraiment répondre aux besoins très très précis et qu'ils apprécient vraiment parce que ça leur permet de effectivement agir dans la vitesse que leur business demande sans être poussé vers des solutions un peu ce qu'on appelle des workarounds en externe. Reschématise 2 secondes ce que j'en comprends, tu vois, en faisant un pas en arrière. C'est intéressant parce qu'effectivement, pour rappel, tu as introduit un peu le concept de Modern Data Stack, dont on a souvent parlé. Il y a peut-être plein de manières de le définir, mais là, ce qu'on dit, c'est que la Modern Data Stack, c'est un peu cette architecture data qui est constituée de plusieurs grandes briques dans laquelle on retrouve notamment la brique d'ingestion, la brique de transformation, le reverse ETL, peut-être la visualisation, l'orchestration, il y en a d'autres, mais peu importe, concentrons-nous que sur quelques-unes. Historiquement, ce qu'on appelait les ETL modernes, c'était les outils qui, en fait, maintenant, en un clic de bouton, nous permettent de connecter à plein de sources. Donc, on avait cité Fivetran, etc. Et donc, maintenant, Rivery fait partie aussi de cette catégorie-là. Côté transformation, on avait DBT. Côté reverse ETL, on avait notamment iTouch, par exemple, qui est un acteur très connu sur le marché. Et en fait, c'est vrai que beaucoup d'acteurs devaient jouer avec tous ces outils, c'est-à-dire chaque brique presque un outil différent entre DBT, iTouch, etc. Vous arrivez avec un positionnement un peu différent où vous avez quand même démarré par cette brique ingestion, donc vous êtes un petit peu en termes de couverture fonctionnelle au même niveau que les leaders sur cette brique-là. Mais là où vous venez vous distinguer, c'est qu'en plus, vous avez développé aussi les briques additionnelles de la Modern Data Stack pour venir finalement étendre un petit peu la couverture fonctionnelle. J'ai ma question qui arrive. J'ai l'impression qu'on voit que le marché, petit à petit, tu vois, se polarise entre différentes stratégies, entre des acteurs qui essaient de se développer un peu comme des suites et d'avoir énormément de couverture fonctionnelle. Tu vois, on peut citer Google ou Microsoft, même qui vient de ressortir là un Fabric qui fait plein de choses dont on a parlé sur le podcast il y a pas longtemps. Et à l'inverse, un acteur comme Snowflake qui lui décide de se mettre sur une brique, le data warehouse, et d'être très bon là-dessus. J'avais l'impression que l'avènement un petit peu des outils modernes venait aussi du fait qu'ils se soient beaucoup spécialisés. Et vous, finalement, vous prenez le pas un peu inverse maintenant de refaire demi-tour et de se dire, OK, bien sûr, on l'a fait bien sur une brique, mais quand même, on va étendre la couverture fonctionnelle et c'est ça qui va devenir notre avantage compétitif pour convaincre les clients. Est-ce que c'était assez tôt un choix évident? Et est-ce que aussi c'est pas accéléré par la conjoncture actuelle qui fait que là, tu vois, j'ai l'impression quand même que les leaders data doivent un peu rationaliser leurs coûts et donc ça arrive à un moment où c'est particulièrement intéressant parce que effectivement, on peut plus se permettre d'avoir peut-être 50 outils pour une stack data. Alors, tu vois, d'avoir un peu ton ressenti là-dessus, tu vois. Je pense il faut bien distinguer entre les cloud providers qui ont 36 000 services comme Microsoft, AWS et Google, qui les ont assemblés ensemble, qui les ont unifiés. Bon, c'est sûr que Microsoft a essayé de prendre ça un peu plus loin avec ce qu'il appelle Fabric et d'essayer de créer ça en tant que une plateforme unie, mais c'est quand même des outils différents, souvent qui ont été rachetés par les différents cloud providers, qui ont essayé de les unir sur une plateforme et d'appeler ça une suite qui ne maintient pas forcément les éléments ou les caractères de ce qu'on appelle une plateforme moderne. Donc Rivery, bien entendu, a été construit dès le départ avec ces concepts-là, conçus pour le cloud en mode SaaS, mais aussi de façon très très légère. En fait, c'est ça que je pense qu'a guidé le schéma de développement de Rivery. C'était pas forcément le coût des achats, c'est sûr que ça fait partie, mais je pense que là, en 2023, c'est sûr, ça joue à notre faveur, mais c'était pas ça qui a guidé le schéma du produit, c'était plutôt le besoin de répondre aux besoins des clients pour leur développement de projet de façon très très rapide. En fait, c'est le time to value. Je pense que ça, c'est la KPI la plus importante qu'on essaie de suivre dès le départ, c'est comment on peut aider nos clients à accélérer le plus vite possible pour créer leur solution. Le fait qu'on a permis à nos clients de non seulement faire la gestion, mais puis après transformer les données en SQL, je pense que ça, c'était le fait qui a gardé le caractère moderne. C'est pas une transformation qui se fait avec une interface qu'il faut apprendre comme Talend, où il y a plein de composants, ça ne demande pas forcément d'écrire du code SQL, mais juste apprendre les composants, ça prend beaucoup de temps et de comprendre comment on peut les configurer et comment on peut les utiliser. Et là, en fait, c'est du SQL que tout le monde parle, tout le monde connaisse. Donc, si tu connais du SQL, tu connais Rivery. Tu peux entrer très, très vite et en fait, compléter ta pipeline de A jusqu'à Z dans une seule solution. Et c'est de là que la rapidité vient. En même temps, on sait que on rentre pas forcément dans des environnements qui sont sans rien, peut-être sans préférence. Et je pense que c'est une autre différence entre des outils comme Rivery et des outils comme Informatica et d'autres.
que c'est pas une boîte noire, c'est quand même assez ouvert, c'est assez transparent. Et on peut l'intégrer avec d'autres solutions. Encore une fois, pour nous, c'est la rapidité. C'est ça qui a guidé ce chemin-là vers créer plus de fonctionnalités qui permettent de vraiment d'aller plus vite, d'accélérer. Ce qu'on voit souvent quand on parle avec nos clients, ce qu'ils ont aimé le plus chez Rivery, c'est en fait la possibilité de créer une plateforme analytique de 0 jusqu'à 100. Ils vont très très vite. Ça a démarré très très vite avec les startups scale-up qui avaient rien au départ. Et maintenant, on voit ça même avec les entreprises qui veulent moderniser. Et même pour eux, surtout en 2023, le coût de cette migration-là est important. Et donc là, être capable de démontrer que cette migration marche, c'est une question de temps aussi. C'est pas qu'une question d'argent. Et donc c'est ça qui fait la différence avec une suite qui est plutôt plus étendue et pas un jeu de Lego où on essaie de construire plusieurs briques ensemble. Et au bout du compte, on perd pas mal de temps sur cette construction. Ah bah écoute Ariel, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Moi, j'aime bien le blog de Ben Stencil, qui est un des cofondateurs de Mode Analytic, en fait, qui a été racheté récemment par ThoughtSpot. Il écrit tous les vendredis sur Substack. J'aime bien la manière dont il écrit. Il parle des dernières tendances et ce qui se passe dans le monde de la data. Donc récemment, par exemple, il a parlé de l'acquisition qui a été faite. Et il écrit de façon assez franche, donc j'aime bien son esprit. Elle a aussi écrit récemment sur le changement de tarification de DBT qui fait pas mal de bruit dans notre monde de data. Donc j'aime bien les idées qu'il provoque et la manière dont il écrit. Et puis après, si on cherche quelqu'un qui écrit encore de façon plus cash, c'est Lauren Barlick qui écrit sur Medium. Bon, là, il faut faire attention parce que vraiment, il va direct sur les éditeurs. Donc si elle les aime pas, il n'y aura pas de belles revues là-bas. Mais encore une fois, c'est je pense dans une année où vraiment on regarde le retour sur investissement et les budgets de façon très très proche, son écriture vraiment ramène ça de façon très très claire, connectant les solutions et le business. Qu'est-ce que tu aimes dans la data? Ça fait longtemps que je fais la data, ça fait presque 20 ans. Je pense que quand j'ai démarré, il fallait que je travaille pas mal autour de moi pour expliquer ce que c'est que je fais. Et puis ça a changé pas mal. Je pense que maintenant, le data est un peu partout, pas que dans le côté business, mais aussi dans le côté personnel de vie de tous les jours. Mes enfants à l'école, ils apprennent à créer des dashboards et d'analyser les données. Donc, c'est super cool. Même mes enfants à moi, ils arrivent à comprendre la valeur. Plus précisément, j'avoue que là, je suis focusé sur data engineering et l'ETL, etc. Mais j'aime pas mal le côté data viz aussi. Si vous suivez Tableau Public, il y a une catégorie tous les jours qui s'appelle Viz of the Day. Et je pense qu'on voit des choses magnifiques. Vraiment, c'est de l'art qui est créé avec la visualisation qui peut ramener par ces créations d'art des concepts business. Vraiment, moi, j'aime bien voir ces innovations-là qui sont créées comme ça, de côté data viz, c'est vraiment là qu'on arrive à mieux comprendre la valeur de la data. Et je le partagerai aussi en description dans les ressources parce que je connais pas, donc à découvrir. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? Pour moi, personnellement, j'ai bougé pas mal, pas forcément dans différents jobs que j'ai fait, mais plutôt entre pays. J'ai commencé ma carrière en Israël, et puis après chez Intel, et puis après j'ai fait un déplacement, relocation avec eux aux États-Unis. J'ai passé un peu de temps là-bas aux États-Unis. Après, je suis revenu. Après, je suis parti au Canada. Après, je suis revenu en Israël. Je suis reparti au Canada encore. Donc, j'ai fait quand même pas mal de changements de culture. Alors, bien entendu, j'ai fait des nouvelles connaissances personnelles. Mais je pense que c'était surtout, en fait, le besoin de s'adapter rapidement dans chaque endroit où je suis arrivé qui m'a fait vraiment progresser le plus vite. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Je pense que ce qui m'a influencé le plus, c'est peut-être un peu moins les conseils, mais les leaders que j'ai bien aimé à suivre, c'est des leaders qui faisaient ce qu'on appelle lead by example, ou mener par exemple. Et pour moi, j'ai vu que c'est ce genre de leader-là que j'appréciais le plus, que j'ai suivi le plus. Donc c'est ce que j'ai essayé d'appliquer moi-même avec mes équipes. Je pense que ça marche pas mal dans ma vie professionnelle. Pas sûr que ça marche bien avec mes enfants, mais c'est un peu autre chose. Mais dans la vie professionnelle, je pense que mener par exemple, c'est le conseil que je donnerais aux autres. Juste avant qu'on parle du cadeau dont on a parlé en introduction, juste si des équipes data de l'audience souhaitent en savoir plus sur Rivery ou même essayer le produit, comment ça se passe en 2 mots? C'est très simple. Donc, vous allez directement sur notre site rivery.io. Puis là, vous pouvez commencer en direct un essai du produit gratuitement. Normalement, si vous avez votre mot utilisateur, mot de passe pour votre source de données et pour Warehouse ou Data Lake, en quelques minutes, vous devrez être capable de créer votre pipeline
au moins de côté ingestion. Après, on sera là dans quelques jours, le 25 et le 26 septembre là pour le salon du Big Data Paris. Donc, on vous invite à venir nous voir en personne aussi et d'échanger. On a parlé d'un cadeau en intro, tu peux nous en dire un peu plus? On souhaite connaître un petit peu mieux les tendances du marché français, et donc on lance un petit sondage pour mieux comprendre quel genre d'outils sont pas forcément les outils, mais aussi les choix de travail, les bons concepts data engineering les plus communs ici en France. On lance un sondage qui prend 2-3 minutes à compléter. C'est quelques questions rapides. Le gagnant va recevoir des AirPods génération un peu moderne. J'arrive plus à suivre exactement les chiffres. Je pense que c'est AirPods 3 ou je sais plus quelle est la dernière, mais c'est sûr la dernière. Je vous invite à participer. Je pense que les liens sont partagés avec vous un peu partout sur les publications du podcast. Excellent. Donc ouais, on mettra le lien vers un formulaire. Donc l'idée c'est que on fait cette petite collaboration avec Reverie. Donc l'idée c'est de vous faire gagner des AirPods. Pour ça c'est assez simple, il suffit de participer au formulaire. Comme a dit Ariel, ça prend 1 minute. Il y a quelques questions auxquelles il faut répondre. Et justement, ça permet en même temps à Reverie de récupérer du feedback sur le marché, sur les tendances data. Et bien sûr, ces tendances vous seront aussi repartagées. Donc même si malheureusement vous n'êtes pas tiré au sort pour récupérer les AirPods, vous aurez à minima des nouvelles connaissances sur le marché de la data en plus de cet épisode. Très très cool. En tout cas, merci d'avoir préparé ce petit cadeau pour l'épisode. C'est la première fois que j'ai un invité qui met ça en place, donc trop cool. Écoute Ariel, on arrive sur la fin de cet échange. Merci beaucoup en tout cas d'être venu à nous parler de ton parcours, de Reverie, nous en apprendre plus sur le marché de l'ETL, sur la solution. Je passais un super moment et puis je te dis à bientôt. Moi aussi, merci beaucoup et à très bientôt.